Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique historique. Et donc je reçois Scipion de Salves comme à mon habitude. Et aujourd'hui nous allons parler de Bertrand du Guesclin. Bonjour Scipion, comment allez-vous? Pourriez-vous nous parler de ce guerrier du XIVe siècle? Bonjour Alexandre, bonjour à tous, je suis en pleine forme et vous aussi visiblement, ça fait plaisir. Donc nous continuons notre itinéraire de découverte de nos grandes figures de l'histoire de France. Donc on a déjà vu Jeanne d'Arc, on a déjà vu Richelieu, et là nous enchaînons avec Bertrand du Guesclin. C'est le connétable du Guesclin, nommé connétable en 1370, c'est-à-dire le chef de toutes les armées de France, et il a remporté une série de victoires contre les Anglais. Il faut savoir que la guerre de 100 ans, on a mis plus de 100 ans à chasser les Anglais de France, pour dire les choses simplement et directement, et du Guesclin, c'est un de nos rares grands militaires, parce que grand militaire vainqueur, et guerrier pourquoi pas, parce qu'il s'est encore battu en première ligne sur le champ de bataille. Donc guerrier, ça fait un peu vocabulaire d'amateur de jeux vidéo, mais pourquoi pas, il était non seulement général, mais il a commencé en bas de l'échelle. Il a vraiment commencé à se battre dès l'adolescence, dans les années 1340, dans la guerre civile de Bretagne. Et quelles sont les grandes étapes de la vie justement du Guesclin, vu qu'on y est? Du Guesclin, donc les grandes étapes de sa vie, donc il est né vers 1320 dans la région de Saint-Malo. Donc c'est un breton du nord-est de la Bretagne, et il parlait français. C'est la Bretagne où on parlait français, et c'est de la moyenne noblesse bretonne. C'est toute la querelle, grande ou petite noblesse, réponse c'est de la moyenne noblesse bretonne, mais pas très riche. Alors il était petit, on pense qu'il mesurait 1,50 m, mais très musclé, et 1,50 m à l'époque c'est petit, mais c'est pas ridicule. Les gens mesuraient 1,60 m, 1,65 m. Donc ces années-là, c'est des années terribles pour le royaume de France, puisqu'à partir de 1340, les Anglais ont coulé notre flotte à la bataille de l'Écluse, c'est en Belgique aujourd'hui, donc ils débarquent quand ils veulent, et ils ont battu deux grandes armées françaises, à Crécy en 1346, et plus tard à Poitiers en 1356. Donc du Guesclin est pas dans ces batailles, mais il est d'abord au service du camp breton favorable au roi de France, dans cette guerre civile bretonne dans les années 1350, et vers 1355, il est directement au service du roi de France via le dauphin Charles, un futur Charles V, qui sert sous les ordres de son père Jean le Bon, et Jean le Bon qui est capturé à Poitiers en 1356. Donc du Guesclin établit une relation proche de confiance avec le dauphin Charles, et il y a une vraie collaboration entre Charles sur le plan politique, un excellent politique, et du Guesclin, qui est un excellent militaire. Et Charles ose s'appuyer sur un militaire compétent, c'est-à-dire le grand argument face aux États généraux qui rechignent à payer des impôts pour la guerre. Ils exigent de bons généraux, de généraux qui gagnent les batailles. C'est dit très clairement aux Français du XIVe siècle. Et Charles leur propose du Guesclin qui, effectivement, gagne des batailles. Donc du Guesclin, il a un vrai génie tactique. C'est les embuscades. Il attaque pas les armées anglaises de front sur un champ de bataille prédéfini. Il attaque leurs convois, souvent, donc il les prive de leur ravitaillement, ou il les attaque par morceaux, en prenant petit bout par petit bout plusieurs parties de l'armée anglaise, et notamment gagné une bataille comme ça en 1370 près du Mans. Il a réussi à écraser une armée anglaise par morceaux. Alors c'est pas les grandes chevauchées dont on rêvait dans la culture de l'époque, mais du Guesclin, au moins, lui, il gagnait les batailles, contrairement à beaucoup d'autres grands seigneurs en France. Justement, vous parlez de ces autres seigneurs en France. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contexte du XIVe siècle? Oui, tout à fait. Alors, le XIVe siècle, c'est un contexte troublé, puisque, il faut le dire, il y a un refroidissement climatique, et ça, c'est dramatique. Rassurons nos téléspectateurs, s'il y en a qui s'effraient du réchauffement climatique dont on parle tant. Quand il fait plus chaud, c'est en général meilleur, et certainement en Europe, puisque il fait plus chaud au printemps et en été, ça fait de meilleures récoltes. Là, il fait froid, ça fait de mauvaises récoltes, donc froid pluvieux, donc du coup, il y a des champignons qui se développent sur les blés et autres. Donc ça fait des mauvaises récoltes, les gens ont faim, sont souvent malades, et à la fin des années 1340, il y a la peste qui arrive. Donc les gens meurent beaucoup, il y a plusieurs épidémies de peste, et une épidémie de peste, il y a un tiers ou un quart des gens qui meurent en quelques jours. C'est dramatique, on a du mal à imaginer ce contexte assez terrible. Donc il y a la guerre en France,
Et entre les grandes batailles, les armées, souvent des mercenaires, sont licenciées. Donc on les paye, roi de France ou d'Angleterre, 3 mois par an pour faire des batailles durant l'été. Et 9 mois restants, ils sont licenciés, donc ils pillent. C'est assez affreux, ils ravagent complètement le royaume de France. Donc du Guesclin a été envoyé pour embaucher ces pillards au service d'un prétendant au trône de Castille entre 1365 et 1369. Donc il a rendu service au royaume de France et il a fait une partie de sa carrière militaire en Castille. Et dernière chose très importante pour notre combat pour la civilisation chrétienne et européenne, dans les années 1350, les Turcs commencent à envahir les Balkans. Ils ont conquis l'Asie mineure, donc la Turquie, l'essentiel de la Turquie actuelle à partir du XIe siècle. C'était des terres grecques et chrétiennes à l'époque, sont devenues turques et musulmanes, et à partir donc des années 1350, ils envahissent vraiment les Balkans. Donc sur le long terme, ça explique qu'il y ait des musulmans en Bosnie, des musulmans en Albanie, et qu'il y a toute une Turquie d'Europe aujourd'hui, elle est petite, mais il y a quand même plus de 20 millions de personnes. Voilà, tout à fait. Donc c'est un moment de savoir. Et du coup, les acteurs de la guerre de 100 ans, des fois disent, sur le plan des principes, il faudrait faire la paix, qu'on aille tous faire une grande croisade pour libérer l'Europe des Turcs. Mais c'est un projet qui n'est jamais exécuté parce que c'est la guerre permanente jusqu'en 1453. La grande bataille décisive à Castillon, pas loin de Bordeaux, où l'armée française écrase l'armée anglaise. Mais c'est bien après du Guesclin. Ils savent qu'ils sont dans un état de guerre permanente. Ça a démarré en 1337, la guerre de 100 ans. Et du Guesclin, lui au moins, il remporte de grandes victoires, il repousse les armées anglaises, et il les repousse jusqu'aux environs de Bordeaux et Bayonne. Donc un très grand chef de guerre victorieux, nommé connétable, et célébré après sa mort. Après 1380, c'est le très grand Français, dans la propagande patriotique, on n'ose pas dire nationaliste, mais la propagande patriotique du XIVe siècle. Donc on a des chansons de geste à sa gloire. On n'a pas encore inventé évidemment le cinéma, la télévision, les journaux, mais il y a des chansons à sa gloire, chansons très très romancées. C'est ça le problème pour nous, parce que qu'est-ce qui est vrai dans ces chansons? L'enfance et l'adolescence, ça n'intéressait personne au XIVe siècle, donc tout a été inventé. Et puis certaines grandes répliques nous en disent, attribuées à du Guesclin, nous en disent beaucoup sur ce qui était apprécié par les chanteurs de l'époque plutôt que sur les réalités historiques. Du Guesclin, c'était un guerrier rude et compétent, c'était pas un jongleur, puisqu'ils étaient souvent à la fois jongleurs et chanteurs du XIVe siècle. Donc toutes ces répliques sont fausses, mais c'est vraiment un des plus grands Français. Et pourquoi nous parlons de du Guesclin aujourd'hui? Et on en parle parce qu'il est de plus en plus oublié. C'est un des intérêts d'en parler, c'est faire redécouvrir nos grandes figures de l'histoire de France. On a vaguement une idée de Jeanne d'Arc, on a vaguement une idée de Napoléon, mais du Guesclin est complètement oublié alors qu'il avait été célébré jusqu'aux années 1960. Y compris par la République, parce que comme il était classé petit noble, c'était admissible pour les républicains dans le cadre du Moyen-Âge. Donc c'était un très grand patriote, et puis il y avait l'idée des guerres au 19e et au 20e siècle. Là, on a perdu en 1970 contre les Allemands, on a perdu en 1940 contre les Allemands, donc il sert à incarner une forme d'esprit de résistance. Il y a une part d'anachronisme, mais il y a aussi une vérité profonde, à savoir qu'un Français, quand il le peut, au XIVe siècle il le pouvait, il résiste aux envahisseurs. C'est un principe fondamentalement sain, parfois à considérer sur les circonstances, mais c'est fondamentalement sain et très vrai. Et au passage, du coup, du Guesclin a été détesté à partir des 70 avec l'antipatriotisme officiel dans l'éducation nationale. J'ai subi ça, c'était agaçant. Et il est incendié par l'université en Bretagne, puisque maintenant c'est des séparatistes bretons, ce qui est d'ailleurs scandaleux, qui tendent à monopoliser les chaires. Donc pour eux, c'est un traître à la nation bretonne. C'est faux. Justement, du Guesclin, qui est un vrai breton, il est à la fois breton et très breton, et loyal au roi de France et pleinement français. Très bien. On aurait besoin aujourd'hui en France de guerriers, de résistants face aux envahisseurs comme du Guesclin? Ah ça oui, on en a besoin vraiment. Donc au propre et au figuré. Donc au figuré, rejoignez tous le parti de la France. Voilà, donc ne pas hésiter, attention. Donc nous ne sommes pas des fanatiques qui préparent je ne sais pas quel coup si jamais Darmanin veut nous dissoudre. Non, pas du tout. Et puis, si jamais les choses tournaient vraiment très mal en France, et quand on a un Français égorgé tous les 2 jours, on en a même du mal à suivre, il faut se dire qu'il faut être prêt
à se battre pour son pays, peut-être un jour au sens propre. Donc, Du Guesclin est vraiment un exemple pour nous, surtout ceux qui ont j'ose pas dire des traumatismes et de fausses excuses, genre je suis pas grand, il mesurait 1,50 m, ça n'empêchait pas de manier des épées aussi lourdes que lui et de décapiter les Anglais, donc c'était pas un problème. Très bien. Vous parliez des chansons sur Du Guesclin tout à l'heure. Est-ce que vous trouveriez ça, comment je pourrais dire, pertinent de faire un film sur la vie de Du Guesclin, comme a pu être fait par exemple sur Charette par Production du Puy du Fou? Tout à fait, surtout qu'il y a vraiment, que le dernier film sur Du Guesclin, je me suis renseigné, c'est de 1949 et complètement oublié. Voilà, oui, c'est ça, où les Anglais avaient quasiment l'accent allemand pour filer la métaphore avec des événements récents en 1949, donc il y a un film très critiqué que j'ai pas réussi à trouver rapidement avant de faire l'entretien. Donc il y a un vrai manque, et il faut en effet célébrer nos héros, ce qui est d'ailleurs le principe sympathique du Puy du Fou, c'est les grandes heures de l'histoire de France, nos grands héros nationaux qui sont ou volontairement occultés ou comment dirais-je, sali. Moi je dis le dernier Napoléon, c'est ça, on a fait un détraqué sexuel avec Joséphine, moi je trouve ça indécent, quoi. Donc je dis, ils sont ou occultés ou salis, il faut de vrais grands films patriotiques avec nos vrais héros nationaux. Donc on voit pas pourquoi dans d'autres pays, que ce soit en Russie, en Turquie, là ils se gênent pas pour faire des grands films, un peu naïfs certainement, mais enfin des grands films quand même, à la gloire de leurs héros nationaux. Donc il faudrait vraiment faire la même chose en France, et le Puy du Fou se propose de le faire. Donc j'espère qu'ils auront les moyens techniques et financiers de le faire, mais s'ils le faisaient, ce serait une excellente idée en effet.